à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire que l'on souhaitait vous proposer autour d'un sujet ô combien d'actualité sur la facture électronique et notamment une réflexion autour de l'application pratique. Donc, cette présentation va être réalisée par Julie Ebaud, qui est donc expert comptable au sein de notre cabinet et qui est spécialisée dans l'accompagnement digital de nos clients. Et donc moi-même, Kevin Kessouma, donc associé et expert comptable et en charge d'un pôle TPE-PME au sein du cabinet. Alors, le déroulé de ce webinaire, donc on va effectuer une présentation pendant une petite trentaine de minutes. Donc, on ne pourra pas interagir à ce moment-là. Cette session est enregistrée pour pouvoir ensuite être revue ou diffusée si nécessaire. Une fois cette présentation effectuée, vous pourrez poser des questions au sein dans l'outil prévu pour ça dans Zoom, et on répondra à la fin de cette présentation aux différentes questions qui seront posées. Donc, vous pouvez les poser tout le long et nous les reprendrons à la fin. Voilà. Le cabinet Ruff et Associés, donc c'est 50 ans d'existence, c'est 90 collaborateurs aujourd'hui, 6 sites que vous connaissez si vous êtes nos clients, mais pour rappel, donc Nice, Sofia, Mouans-Sartoux, le Calais des Morts, Saint-Tropez et Cannes. Voilà, donc là on rappelle un certain nombre d'activités que l'on propose, mais on va passer tout de suite à la présentation. Donc, la facture électronique, c'est un sujet d'actualité et je pense qu'aujourd'hui, on voit fleurir un certain nombre de webinaires sur ce thème, un certain nombre d'informations sur ce thème. C'est pour ça qu'on a souhaité s'en emparer et accompagner nos partenaires, nos clients, informer les gens de notre environnement sur ce sujet-là, sujet que l'on regarde de près évidemment dans notre rôle d'expert comptable. Donc, pour cette présentation, on va, dans un premier temps, faire une présentation un peu technique de la facture électronique, donc pour expliquer quel est le mode de fonctionnement, vulgariser un peu les termes que l'on voit fleurir un petit peu partout. Voilà, donc une première partie technique qui sera pas l'essentiel évidemment de la présentation, mais c'était pour vous communiquer et vulgariser un peu toute cette terminologie. Ensuite, on va rentrer dans quelque chose de plus pratique avec une projection que l'on va vous proposer sur les impacts du quotidien de cette mise en place de la facture électronique. Et enfin, on va finaliser avec une proposition de démarche pour pouvoir adopter cette réforme et intégrer cette réforme dans votre organisation du quotidien. Voilà, donc je laisse la parole à Julie qui va nous présenter le sujet de la facture électronique sur la partie technique. Merci Kevin. Donc, bonjour à tous. Merci encore d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Du coup, je vais vous présenter la réforme de la facture électronique. Je vais essayer d'être simple, concise, pour pas de compliquer les choses avec des termes techniques. Alors, on a choisi de répondre à quelques questions très simples, à savoir la facture électronique, pourquoi, qu'est-ce que c'est, pour qui, comment ça marche et pour quand. Avant de commencer, je vais rappeler quelques petits chiffres. Donc, 1er juillet 2024. Pourquoi le 1er juillet 2024? Vous avez dû l'entendre plusieurs fois. C'est la date à partir de laquelle toutes les entreprises françaises vont devoir pouvoir recevoir des factures au format électronique. 70%, c'est la moyenne des entreprises françaises qui émettent encore aujourd'hui leurs factures au format papier. Quand je dis format papier, c'est-à-dire des factures émises avec des outils de bureautique comme Excel ou Word. Et enfin, 10,81 €, c'est le gain moyen estimé sur le traitement d'une facture électronique par rapport à une facture papier. Mais on y reviendra tout au long de notre présentation pour vous expliquer pourquoi ces chiffres et voilà. Du coup, alors, on voulait faire un petit sondage. Voilà, il doit apparaître sur vos écrans, de savoir quels moyens vous utilisez pour faire vos factures. À savoir, est-ce que vous utilisez justement des facturations papier, donc Word ou Excel, sinon un logiciel de facturation ou un logiciel de facturation externalisé avec un partenaire privé.
C'est juste pour savoir comment vous vous situez par rapport à la moyenne nationale. Avant de commencer ma présentation, j'aurais voulu faire un petit focus sur quelques termes que vous devez entendre régulièrement concernant la facture électronique. Alors, ça va être très bref. On va revenir sur tous ces termes dans tout le déroulé de la présentation, mais je voulais préciser quelques petites choses. Donc, tout d'abord, l'annuaire central. L'annuaire central, vous verrez, c'est une base de données qui est gérée par l'État, c'est-à-dire par le portail public de facturation que nous verrons après, et qui va regrouper tous les coordonnées de toutes les entreprises afin de pouvoir faire transiter les factures électroniques d'un fournisseur à un autre, d'un client à un fournisseur, etc. Ensuite, on a l'e-invoicing et l'e-reporting. Ces deux termes, ce sont les nouvelles obligations qui ont été induites par la réforme de la facturation électronique. On va y revenir bien plus précisément après. Oui, Kevin? Ah non, il me semblait que tu voulais rajouter quelque chose, pardon. FactureX, vous devez l'entendre beaucoup, c'est mais c'est qu'un seul des formats possibles qui sera homologué pour les factures au format électronique. Pourquoi on parle beaucoup de FactureX? Parce que la FactureX, c'est le seul format pour le moment qui allie à la fois des données XML, donc des données en fait chiffrées, codées, non visibles à l'œil nu, et à la fois une présentation lisible par un être humain comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui. Ensuite, opérateur de dématérialisation OD. Alors, qu'est-ce qu'un OD? Un OD, ce sera un prestataire, donc un éditeur de logiciels par exemple, mais qui n'aura pas été habilité par l'État. Donc, ce sera en amont avec une plateforme, mais nous verrons après une plateforme PDP, mais c'est une plateforme privée. Ensuite, on a le PPF, portail public de facturation. Cette plateforme, c'est la plateforme de l'État qui va proposer un minimum de services. Donc, on n'aura pas tous les services annexes que pourront proposer les prestataires privés et qui permettront en fait à toutes les entreprises qui n'auront pas choisi de PDP d'utiliser cette plateforme minimum. Et c'est également la PPF qui va gérer l'annuaire central et qui permettra en fait de basculer toutes les factures à tous les tiers. Maintenant, on peut aller dans le vif du sujet. Donc, je vois qu'on a le petit résultat du sondage. Donc, contrairement à la moyenne française où 70% des entreprises utilisent encore un format papier, ici, vous n'êtes que 23% à utiliser un format papier. Donc, vous êtes déjà bien préparés à la réforme de la facture électronique. Merci pour ces réponses. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va se poser la question, j'ai dit en préambule que je répondrai à quelques questions. Donc, à savoir pourquoi. Pourquoi la réforme de la facture électronique? Qu'est-ce qu'a voulu faire l'État avec cette réforme? Bon, déjà, c'est s'aligner aussi à nos voisins européens qui ont déjà mis en place cette réforme. Pour l'État, le principal objectif va être de diminuer les coûts déclaratifs et à terme un pré-remplissage des déclarations fiscales et de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Ça, ce sont les objectifs de l'État. Pour les entreprises, qu'est-ce que va induire la facturation électronique? Ça va induire aussi une réduction des coûts de traitement de la fonction financière et une meilleure connaissance de la santé financière de vos entreprises. Pourquoi? Parce que grâce à la facturation électronique, pareil, on va le voir un petit peu plus tard, on va bénéficier en fait de flux en temps réel. Donc, tous les jours, chaque entrepreneur pourra avoir une idée de ses flux, de sa trésorerie, de son résultat. Ce sera beaucoup plus fluide que jusqu'à présent. On va voir pourquoi juste après. Donc, tout à l'heure, je vous disais que la facture électronique avait induit deux nouvelles obligations. Alors, je pense qu'il faut qu'on reprécise un petit peu qu'est-ce que c'est la facture électronique. Parce que quand on entend facture électronique, je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, avant que je me plonge dans ce sujet, on entend facture électronique, à quoi on pense? À un papier, en fait, une facture papier qu'on ne devra plus
envoyer, alors là, j'exagère, j'extrapole, mais qu'on n'enverra plus par courrier, mais qu'on enverra par mail. C'est-à-dire qu'on s'imagine une facture PDF ou sous format électronique qui transitera de cette manière. En fait, la réforme de la facture électronique, c'est beaucoup plus vaste que ça. Pourquoi? Parce que la facture électronique, comme on l'entend, c'est-à-dire c'est l'obligation d'e-invoicing, c'est juste une partie de la réforme. Toutes les entreprises, mais on va le voir juste après, qui ne seront pas soumises à l'obligation d'e-invoicing, c'est-à-dire d'émettre des factures au format électronique, comme on l'a vu juste avant la facture X, par exemple. Juste si on peut passer à la slide d'après, juste pour vous montrer à quoi ressemble. Voilà, une facture X, c'est ça. En fait, c'est une facture qui allie à la fois un format PDF et à la fois un format XML et qui est lisible par les machines, qui répond aux obligations de la facturation électronique et qui peut être lisible à l'œil humain. Merci. On peut revenir juste à la slide d'avant. Donc, du coup, cette facture, comme on vient de la voir, c'est juste l'obligation d'e-invoicing. Pas toutes les entreprises seront soumises à cette obligation. Les entreprises qui ne seront pas soumises à cette obligation d'e-invoicing seront soumises à l'obligation d'e-reporting. Donc, ce sera également des remontées d'informations à l'administration fiscale, mais pas sous forme de facture comme on l'entend, facture électronique. On va le voir juste après. On voulait vous présenter un peu sous forme d'arbre décisionnel pour que vous puissiez voir où vous vous situez. Donc, la première question à se poser, pour savoir si vous êtes soumis à l'e-invoicing ou à l'e-reporting, je rappelle, e-invoicing, c'est l'émission de factures au format électronique. La première question à se poser, c'est est-ce que je suis ou non assujetti à TVA? Si je ne suis pas assujetti à TVA, je n'ai pas d'obligation. Donc, on écarte cette possibilité déjà. Donc, deuxième question, je suis assujetti à TVA. Avec qui je travaille? C'est-à-dire, quels sont mes clients? Si mes clients sont des autres assujettis établis en France, dans ce cas-là, je suis soumis à l'obligation d'e-invoicing. Parallèlement, si je suis assujetti à TVA, mais que mes clients sont soit des particuliers, par exemple, je pense notamment à un restaurant, à un coiffeur qui travaille avec des particuliers, soit mes clients sont des assujettis, mais qui ne sont pas sur le sol français. Dans ce cas-là, je ne serai pas soumise à l'obligation d'e-invoicing, mais à une obligation d'e-reporting. L'e-reporting, pour vous en parler en quelques mots, on aura le temps d'y revenir dans les mois à venir, le temps que tout soit bien mis en place par l'administration. En fait, ça va être une obligation de remontée d'informations à l'administration. Alors, la séquentialité, ça dépendra de notre régime de TVA. Donc, des remontées devront être faites soit toutes les 10 jours, soit une fois par mois. Mais ce calendrier va être précisé et on aura l'occasion de revenir vers vous pour plus d'informations à ce sujet. Comment marche? Alors maintenant, du coup, on va faire le focus surtout sur l'e-invoicing, même si on n'a pas toutes les précisions encore. Je pense que pour le e-reporting, ce sera la même chose et il devra être fait, à mon avis, soit sur des plateformes PDF, soit directement sur la PPF. Mais si on est soumis à l'obligation de e-invoicing, comment ça va se passer concrètement? Je suis une entreprise, j'émets ma facture. Donc, je émets une facture de vente. Je dois aller déposer ma facture. Alors, soit mon éditeur de facturation a été un éditeur agréé PDP. Alors, peut-être qu'avant de continuer sur ce schéma, si on peut passer sur la slide d'après, et je vais préciser qu'est-ce que c'est un PDP. J'en ai pas parlé volontairement dans le lexique parce que je voulais vraiment faire un gros focus sur les plateformes de dématérialisation partenaires, PDP, parce que je pense que vous en avez entendu parler, ou vous entendez parler quotidiennement et que vous êtes démarchés quotidiennement par tous les éditeurs qui sont en train de se faire agréer plateforme PDP par l'État. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme PDP? Une plateforme PDP, en fait, c'est un prestataire privé qui sera certifié par l'État pour une durée de 3 ans. Cette plateforme sera responsable d'émettre et de recevoir des factures électroniques.
Cette plateforme devra avoir rempli un cahier des charges pour pouvoir extraire toutes les données de facturation et de règlement contenues dans les factures et les transmettre à l'administration, donc à la PPF. Donc là, on va revenir sur la slide précédente. Donc, vous voyez, la PPF, donc la plateforme de l'État, elle est assez centrale parce que c'est elle qui a l'annuaire central et qui sera chargée de dispatcher en fait toutes les factures à vos clients, à vos fournisseurs. Donc, le schéma, c'est quoi? Je suis une entreprise. Première solution, je n'ai pas choisi de plateforme PDP, j'ai un OD, comme on l'a vu précédemment. Dans ce cas-là, j'édite mon OD, j'édite mes factures, je les transmets à ma plateforme PDP parce que c'est obligatoire. La plateforme PDP est en lien avec la plateforme de l'État, la PPF. Et une fois que la PPF a reçu les informations de mon entreprise, dans les 24 heures, ces informations seront redispatchées à mes tiers, donc que ce soit à mes clients, à mes fournisseurs. Et voilà, il va y avoir tout un circuit qui est fait comme ça pour que les informations, c'est pour ça que je vous disais que l'information à laquelle on va avoir accès va être très, très, très rapide, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Enfin, pour terminer, la facture électronique, c'est pour quand? Parce qu'on vous a parlé du 1er juillet 2024. Mais le 1er juillet 2024, c'est que la première étape de la réforme. En fait, à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises, par contre, seront dans l'obligation d'être outillées pour pouvoir recevoir des factures électroniques. Mais elles ne seront pas obligées de les émettre tout de suite. Qui sera dans l'obligation d'émettre des factures au format électronique dès le 1er juillet 2024? Ce sont toutes les grandes entreprises. Donc, comme on a forcément tous un fournisseur qui est une grande entreprise, on devra par exemple, je pense fournisseur d'électricité ou de téléphonie, on sera obligé d'être outillé pour pouvoir recevoir ces factures. Deuxième step, 1er janvier 2025. À partir de cette date, ce seront les ETI qui seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Et dernier step, 1er janvier 2026, c'est cette date que vous devez bien retenir parce que vous serez tous dans l'obligation d'émettre vos factures au format électronique dès cette date-là. Donc, ça nous laisse un peu de temps pour anticiper cette réforme, c'est ce qu'on voulait faire. Et du coup, surtout pour anticiper toutes les interactions qu'elles vont induire. Donc, je laisse maintenant la parole à Kevin et je vous remercie pour votre écoute. Merci Julie pour ces précisions techniques qui ne sont pas forcément simples à retenir. Donc, si je devais en donner une synthèse, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une plateforme de l'État qui doit recevoir les factures électroniques ou les e-reporting et qu'il faut s'assurer que les outils à disposition soit plateforme PDP directement, soit en connexion avec une plateforme PDP pour déverser ces flux-là vers la bonne plateforme. Donc, sur cette deuxième partie, ce que l'on souhaitait faire, c'était, au-delà des sujets techniques, c'est rentrer dans quelque chose de beaucoup plus pratique, à savoir quel impact sur le quotidien des entreprises et quel impact dans l'organisation de demain. On va d'abord donc faire une petite projection sur ce que sera la fonction administrative de demain. Un deuxième point sur le futur des relations clients et fournisseurs. Et on terminera sur les relations avec l'administration fiscale. Donc la projection sur la fonction financière de demain part d'un raisonnement qui est de dire que cette obligation légale va devenir une opportunité, va être une opportunité dans les entreprises et va permettre de passer un cap en termes d'organisation et d'information, avec deux impacts plutôt positifs dans notre analyse. Évidemment, une réduction des coûts de traitement, parce que finalement, si on reçoit tous les flux de manière dématérialisée, il y a moins de temps à passer sur le traitement de chaque facture. Donc forcément, un coût de traitement réduit par le temps à y consacrer. Et deuxième point qui me paraît pour le coup vraiment stratégique pour les entreprises et qui permet d'atteindre quelque part le Graal, qui va permettre quelque part d'atteindre le Graal, à mon avis, de la gestion d'entreprise, c'est une information quasiment en temps réel, puisqu'aujourd'hui, le flux
que l'on avait du mal encore, qu'on a du mal encore à automatiser et à intégrer rapidement, c'était la partie achat. Donc, avec ce changement-là, on va résoudre la problématique de la partie achat et donc on imagine d'ores et déjà l'intégration possible au jour le jour des factures de vente, ça on est déjà capable de le faire, de la partie bancaire, on le fait déjà, mais également maintenant de la partie achat. Donc ça va donner un niveau d'information beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple pour les entreprises afin de mieux gérer leur business et de se concentrer plutôt sur leur développement de business. Donc ça, c'est un point pour nous essentiel de l'impact de cette facture électronique. Alors, l'impact dans les relations clients-fournisseurs, je vais démarrer par l'explication du petit schéma qui est en dessous de la slide pour qu'on comprenne un peu le fonctionnement. Donc, une entreprise va préparer une facture à émettre à son client. Elle sera automatiquement envoyée, elle va passer donc par la plateforme de l'État et revenir ensuite chez le client directement par sa plateforme PDP. Donc, votre client va recevoir instantanément la facture que vous aurez émise. Cette facture sera stockée sur sa plateforme, donc un meilleur suivi. Et en fait, à ce moment-là, le client va pouvoir, en lien avec le fournisseur, il va y avoir un suivi du statut de cette facture. Donc, directement connecté, le client va pouvoir valider la facture ou invalider la facture s'il doit y avoir un litige. Et l'information va, elle, remonter tout de suite au fournisseur. Ben ça, aujourd'hui, ça doit permettre une fluidité dans les relations client-fournisseur qui est assez importante, puisque si on fait le comparatif avec ce qui se passe actuellement, vous émettez une facture à votre client doit la traiter, doit l'intégrer, potentiellement la contester, vous la remontez, vous retraitez cela avec une inertie à chaque fois sur le délai dans lequel le client va traiter cette information. Et bien là, on suppose qu'avec ce suivi de statut en ligne, l'information va être beaucoup plus rapidement traitée et vous allez plus rapidement pouvoir y répondre, ce qui aura forcément un impact sur la réduction des délais de paiement, puisqu'on aura moins d'inertie dans le suivi des litiges. Et donc, ça devrait permettre d'aller plus vite dans le paiement et de faciliter les relations client-fournisseur. Alors, sur cette partie qui est un petit peu moins, j'allais dire, plaisante, généralement, pour les entreprises, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette démarche de facture électronique est mise en place par l'État, avec un objectif très clair et qui est le premier objectif visé, c'est la lutte contre la fraude et surtout la lutte contre la fraude à la TVA. L'objectif de l'administration, c'est de récupérer en temps réel l'information et par conséquent de pouvoir maîtriser les flux déclarés par les entreprises. Donc, on va avoir une administration fiscale qui va bénéficier quand même de l'intégralité des informations, des flux de toutes les sociétés. Et y compris, on l'a vu tout à l'heure, par le e-reporting des entreprises comme les restaurants, comme n'importe quel commerce, l'information va remonter tout de suite. Donc, on imagine assez vite, évidemment, que l'administration va proposer un pré-remplissage des déclarations de TVA et qu'à ce moment-là, ce sera à l'entreprise de prendre la responsabilité de dire non, je ne dois pas ça, je dois moins. Donc forcément, un meilleur recouvrement pour l'administration fiscale. Dans les petites annexes, forcément, on suppose aussi que ça va leur donner des informations sur la santé financière des entreprises et qui permettra, et là si on est optimiste, d'adapter les dispositifs d'aide aux entreprises en fonction de ce qu'ils vont constater dans les chiffres des sociétés. Mais voilà, un point important, c'est n'oublions pas que l'administration fiscale aura cette information en temps réel et qui sera beaucoup plus difficile en tout cas de faire un certain nombre de décalages. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu ces implications, donc à savoir l'intérêt une partie de l'intérêt de cette facture électronique, donc vraiment cette fluidification et cette information en temps réel, la question c'est ok, comment on adapte nos organisations à ce changement qui va arriver assez rapidement. Donc, on vous propose, alors si on rappelle un peu les dates que l'on a vues tout à l'heure et qu'on rentre dans la partie concrète,
1er juillet 2024, aujourd'hui, les entreprises qui sont plutôt nos clients et les clients, enfin, en tout cas, la typologie d'entreprise sur notre région, on sera seulement dans une obligation de pouvoir recevoir les factures électroniques. Donc, aujourd'hui, il faut le regarder si, à travers alors nous, par exemple, au travers du cabinet, on a un outil qui nous permet de scanner déjà les factures d'achat. On sait d'ores et déjà qu'ils seront capables de recevoir ces factures. On suppose aussi que notre logiciel comptable va être en mesure de recevoir les factures électroniques provenant des grandes entreprises. Donc ça, il y a un premier niveau d'analyse en me disant est-ce que j'ai un outil aujourd'hui qui me permet de recevoir ces factures électroniques. Comme on vous le disait tout à l'heure, attention, tout le monde on ne sait pas encore qui est prêt, qui va faire quoi. L'information n'est pas encore donnée de manière concrète par les éditeurs. Donc ça va vraiment s'accélérer dans le deuxième semestre 2023. Mais au 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être capables de recevoir ces factures électroniques de grandes entreprises. Les grandes entreprises, ça va être EDF, Orange. Donc ça va concerner finalement beaucoup de sociétés. Il faudra simplement être capable de les recevoir, soit au travers de son logiciel de facturation, soit au travers de l'outil comptable, soit au travers d'un autre outil ou d'un ERP. Donc ça, c'est des informations qu'il va falloir valider. Ensuite, en 2026, évidemment, là, ça sera un petit peu plus lourd puisque vous devrez être capables tous d'émettre ces factures au format électronique. Donc, ce qu'on vous propose en termes d'organisation pour vous préparer, c'est 4 étapes qu'on va un petit peu détailler. Première étape, j'audite ma fonction comptable interne. Donc, je vérifie mon fonctionnement et je vois si je commence à adapter mon fonctionnement. Deuxième étape, forcément, on forme ses collaborateurs. Troisième étape, on change l'organisation. Une fois qu'on a fait ces constats, on adapte l'organisation de sa fonction et notamment, on met en place une gestion électronique des documents puisque fini la gestion papier. Alors, on n'est déjà plus dans ce schéma-là, mais on arrive à un moment où la gestion papier des documents ne sera plus possible. Donc, il va falloir trouver un nouveau mode d'organisation, un nouveau circuit de validation, ce genre de choses. Et évidemment, le choix d'une plateforme de facturation électronique. Donc, on va détailler maintenant donc l'étape 1, l'audit de la fonction comptable interne. C'est simplement une identification des flux de l'entreprise. On va regarder comment je fonctionne dans mon flux d'achat, émission de bons de commande, réception de factures. Ben, tout ça, il va falloir envisager de l'informatiser si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà dans une organisation très informatisée au travers d'un ERP, il n'y a pas de grande inquiétude à avoir. Si aujourd'hui toute la validation est papier, ben là, il va falloir commencer à se préparer à faire autre chose. Sur les ventes, logiciel de vente, ben, le sujet des logiciels de vente, forcément, c'est est-ce que mon logiciel dans lequel je fais mes factures va permettre de transmettre ma facture en format électronique. Donc, première question, c'est est-ce qu'il est valable? Donc là, vous allez avoir, pour ceux qui utilisent les ERP, des questions à poser à vos éditeurs. J'étais hier avec des clients qui ont un ERP qui est, j'allais dire, assez confidentiel puisqu'il vise un secteur d'activité très restreint. Ben, il y aura un vrai sujet de est-ce que cet outil va être ou PDP ou va s'adosser à une plateforme PDP pour pouvoir transmettre les factures. Donc, on va analyser comme ça tous les flux de l'entreprise pour voir si on est aujourd'hui organisé pour pouvoir intégrer la facture électronique. De la même manière, le fonctionnement avec le cabinet d'expertise comptable va évoluer et c'est là que nous, on va se positionner aussi pour nos clients TPE comme étant un acteur les aidant à respecter ces obligations et notamment en 2024, on pourra accompagner nos clients pour respecter cette obligation de réception. On va passer à la slide suivante sur une fois qu'on a audité, évidemment, on doit sensibiliser ses équipes, ses collaborateurs, ses comptables internes sur le fonctionnement et toute cette mise en place et analyser et mettre en place des procédures de traitement électronique des documents. Parce que voilà, il faut bien se mettre en tête que les documents de papier ne circuleront plus. On recevra tout dans un outil et il faudra être capable de mettre en place ces chaînes de validation notamment. Je pense à ça dans des entreprises un petit peu plus structurées où je reçois la facture, c'est validé par un dirigeant avant d'être mis en paiement. Ben, tout cela devra être fait de manière électronique. Donc, il va falloir
organiser toute cette gestion de documents pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être adapté. Et enfin, étape 4, le choix, sur la slide suivante, étape 4, donc le choix d'une plateforme de facturation électronique. Alors là, on va être très concret et pragmatique. Aujourd'hui, quel choix vous avez à faire? Première étape, on l'a vu 2024, c'est est-ce que j'ai un outil à disposition qui me permet de recevoir les factures électroniques? Il y a de grandes chances que ce soit déjà le cas, mais je vérifie cette première étape. Deuxième étape, et non des moindres, et c'est là où on insiste sur la transparence normalement pour l'entreprise. Aujourd'hui, si vous êtes sur des outils qui sont sur le marché assez répandus, concrètement, on fait le pari que vous n'aurez quasiment pas de questions à vous poser sur le choix d'un outil ou d'une plateforme PDP. Tout ça, normalement, devrait être transparent pour les entreprises, puisqu'il est à parier que les éditeurs un peu importants seront agréés PDP, ce qui fait qu'en fait, cette transition va être parfaitement transparente du point de vue de l'outil pour les entreprises. Demain, vous utilisez un ERP assez important. On est sûr que pour vous, vous allez continuer à mettre vos factures sur cet outil-là et qu'en fait, la transmission à l'administration sera vraiment naturelle et fluide et vous n'aurez rien à changer, en tout cas du point de vue de votre outil. Ça impactera votre organisation interne, mais ça n'impactera pas vos sujets d'outils. Si par contre, donc, les vérifications à faire, si vous êtes pas équipé aujourd'hui et que vous faites vos factures sur Word ou Excel ou dans un outil un peu maison que vous avez fabriqué, enfin, qui a été fait en interne ou avec de toutes petites entreprises, il faudra s'assurer qu'il y a soit une évolution possible en s'adossant vers une plateforme PDP, soit effectivement qu'il faut changer d'outil. Et à ce moment-là, les critères pour changer d'outil, c'est vérifier que la solution que vous allez utiliser peut se coupler avec les outils que vous avez déjà en place dans l'entreprise pour pas tout changer. Regardez évidemment la facilité d'utilisation de la plateforme et les services que cela vous apporte, qu'il y a plusieurs formes à gérer, que la sécurité informatique est assurée et vérifier s'ils sont capables de vous former au déploiement de l'outil. Je viens sur un dernier choix sur la partie plateforme. La projection qui est faite aujourd'hui quand on regarde ce qui s'est fait au niveau européen, c'est que ce qui va se développer au travers des plateformes, c'est de plus en plus de services financiers. Donc, le fait que cette data soit présente à un endroit centralisé va permettre le développement de services financiers de plus en plus poussés. Nous a donné l'exemple notamment de ce qui se fait dans certains pays, où en fait, quand vous recevez une facture fournisseur, vous aurez la possibilité potentiellement, en un clic, de demander l'échelonnement du paiement avec de pas la payer tout de suite. Ça sera payé par votre organisme financier et vous, ça sera étalé sur 3 ou 4 mois. Donc, c'est des services financiers comme ça qui vont naître. Donc, il va falloir être attentif à ce qui va se développer. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour choisir un outil, j'allais dire, définitivement, puisque on va commencer à voir fleurir les offres. Donc, l'idée était de sensibiliser. Donc, on va venir à la conclusion sur ça. C'est qu'aujourd'hui, voilà, tout n'est pas encore en place pour pouvoir faire des choix définitifs. La question à se poser, c'est est-ce que je suis très en retard dans mon entreprise parce que finalement, je fais tout papier et je fais tout sur Word et Excel. Et à ce moment-là, il faut commencer à faire sa transition en mettant en place un outil de facturation qui est déjà une première étape pour commencer à s'entraîner. Je mets en place, je fais trop de papier, donc maintenant, je commence à mettre en place une gestion électronique des documents. Et ensuite, une fois que les plateformes seront un peu plus seront sortis et qu'on commencera à avoir des outils sortir, eh bien à ce moment-là, il y aura un choix à faire vers la transition, mais c'est encore un peu tôt puisque les propositions ne sont pas encore sur le terrain. Voilà pour ce qu'on voulait vous expliquer. On espère que ça a permis de vous éclairer, ça aura permis de vous éclairer un peu. Et maintenant, on va répondre à des questions s'il y en a. On en avait reçu quelques-unes par mail. Oui. Alors, on en a déjà une qui suit justement juste ce que tu viens d'expliquer. On a une question pour savoir en fait si la facturation électronique, elle est obligatoirement entraîner un paiement par virement des factures clients ou fournisseurs. Du coup, je pense que la réponse a été donnée par Kevin juste précédemment. Pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu, mais effectivement,
en tout cas, les éditeurs vont de plus en plus proposer ce service. Voilà. Mais ça n'entraîne pas une obligation légale de devoir faire les paiements comme cela. Mais en tout cas, ça sera un service pour faciliter la gestion et le paiement dans les entreprises. On en avait reçu d'autres auxquels je vais répondre au fur et à mesure. Donc, une question qui était, nous utilisons actuellement un outil Excel développé en interne pour effectuer notre facturation. Pourrons-nous continuer à l'utiliser ou devons-nous souscrire à un outil service tiers? Alors, la question est, est-ce que cet outil maison sera plateforme PDP? J'en doute, si c'est vraiment développé en interne. Donc forcément, il faudra soit basculer complètement sur une autre formule, soit s'adosser à une plateforme PDP qui pourra intégrer les éléments et transmettre ces éléments à l'administration. Mais les outils maison, ça me paraît compliqué effectivement de continuer à les utiliser, sauf à pouvoir adosser une plateforme PDP qui pourra assurer la transmission. On avait une question sur la saisie des acomptes, des avoirs, gestion des factures non modifiables lorsqu'il y a une erreur. Alors ça, c'est déjà théoriquement quelque chose qui doit exister puisque on a quand même un principe de respect de certaines choses au niveau des factures. Donc ça, forcément par la suite, quand on devra faire une modification suite à une erreur, il y aura forcément un avoir à faire, une refacturation et ce genre de choses. Une information alors qui revient assez souvent, qui est le sujet des échanges en Europe. Est-ce que je vais devoir est-ce que je vais pouvoir envoyer ma facture au format électronique envers l'Europe et les recevoir? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Dans l'obligation aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, quand je fais des factures vers un pays, vers un autre pays que la France, j'ai pas d'obligation de e-invoicing, mais de e-reporting. Donc l'administration doit recevoir l'information, mais je dois pas forcément envoyer une facture électronique à mon fournisseur. Et ça, je ne sais pas encore s'il y aura une uniformité sur les formats, une interopérabilité entre tous. J'espère que oui. Oui. Alors, voilà. La dernière fois, j'ai suivi une présentation des impôts, en fait, de l'administration fiscale qui parlait un peu de ça. Et effectivement, ça va tendre à être que les plateformes européennes soient liées. Voilà, bon, ça pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place, mais bien sûr que c'est la tendance qui va se profiler. On nous pose une question sur mon logiciel en ligne, Evolise, annonce Facturix. Cela m'assure-t-il qu'il est agréé PDP? Alors ça, il va falloir je te laisse répondre. Julie, est-ce que c'est forcément agréé PDP? Je pense qu'à partir du moment où non, même pas, parce qu'en fait, la plateforme PDP va devoir répondre à un cahier des charges très précis. Donc, effectivement, dans ce cahier des charges, il y aura toutes les informations obligatoires qui sont sur les formats agréés. Après, est-ce que le fait qu'ils annoncent Facturix, je suis pas sûre. Je peux pas répondre vraiment maintenant, mais pour l'instant… Non, il faudra le vérifier, ça c'est sûr qu'il faut le vérifier auprès du partenaire. Par contre, il y a fort à parier que des outils comme cela, si eux ne sont pas agréés PDP, ils vont s'adosser à une plateforme PDP. Donc ça devrait être parfaitement transparent pour toi, c'était pour Romain, ça devrait être parfaitement transparent pour toi. Demain, tu ne devrais pas avoir à changer ton logiciel de facturation. Alors, on a un début de question, mais je pense si les virements ne sont pas obligatoires, moi, j'ai pas la suite. Donc, voilà, n'hésitez pas à compléter la question. Voilà, on a eu pas mal de questions autour de ça. Donc, j'insiste, mais voilà. Donc, si les virements ne sont pas obligatoires, cela signifie-t-il qu'un client peut cocher une facture comme étant payée et ne pas envoyer le chèque? Alors, je ne sais pas encore. Je dirais une bêtise là-dessus. Sur le suivi des statuts, ça, c'est des informations qu'on nous communique sur ce qui va se passer, mais on n'a pas encore de vécu concret là-dessus puisque c'est pas encore en place. Donc, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Et je suppose que le fournisseur aura la possibilité de valider ou non cette information-là. Et potentiellement, c'est même le fournisseur peut-être qui devra confirmer le paiement et pas seulement le client qui devra confirmer qu'il a payé. Mais ça, c'est encore trop tôt pour apporter des réponses sur des points concrets comme cela.
Voilà, on a fait le tour des questions. La plateforme de l'État est-elle Chorus? C'est l'équivalent. Donc, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Je sais pas si ça, mais je pense que ce sera celle-là. Je sais pas si s'il en développe une autre, mais je pense que ça pourrait être celle-là. Ou en tout cas, ça sera le même fonctionnement. Quelles sont les obligations du e-reporting? Le e-reporting, concrètement, en fonction des seuils, en fonction de la taille le volume de chiffre d'affaires, le e-reporting, c'est une transmission. Alors, si on prend un restaurant, par exemple, un restaurant qui a une caisse électronique, tous les mois, à minima, les données de sa caisse électronique remonteront à l'État. Et pareil, de manière quasiment automatique. Ça doit être automatique. C'est pour ça qu'il y aura des caisses qu'on utilise de toute façon aujourd'hui, des caisses agréées. Donc, ce sera automatisé. L'information remontera à l'État. Si on dépasse certains chiffres d'affaires, ce sera même tous les 10 jours, la remontée d'informations. Donc, ça sera transparent, mais ça remonte à l'État automatiquement. Alors, on ne sait pas trop encore sous quel format, mais ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sera précisé, je pense, dans les mois à venir. Oui. Après, je pense que tout ça va être assez, une fois de plus, une fois que ça va se mettre en place, ça devrait être relativement transparent pour les entreprises. Je pense que les sociétés vont avoir plus de gains qu'autre chose et que la première étape qui va être longue, ça va être le choix des outils, de s'assurer que son outil fonctionne, mais dans le quotidien, ça va fonctionner. Les SCI seront-elles soumises à l'e-invoicing? Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un sujet autour le fait d'être assujetti ou non à la TVA. Une SCI non assujettie à la TVA ne sera pas concernée par l'e-invoicing. Tu me confirmes, Julie? Oui, et une SCI assujettie à la TVA devra émettre des factures en invoicing. N'oublions pas que l'objectif, c'est la fraude à la TVA. Donc forcément, SCI TVA, alors on devra émettre des factures sur un logiciel agréé. Mais un logiciel agréé, par exemple, nous on utilise la solution RCA, où on peut mettre à disposition de nos clients un petit outil de facturation qui est pas excessif et qui fonctionne bien. Ça suffira pour une SCI et eux seront agréés PDP, il n'y aura pas de difficulté. Voilà. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En synthèse et pour conclure une dernière fois, pas de panique, ça va. Alors, je vais y répondre après. Ça va venir petit à petit. La facture électronique va venir petit à petit. Première étape, si je suis complètement papier ou en tout cas sur des choses non certifiées, je prépare ma bascule parce que forcément ça va faire quand même des changements, donc faut s'y préparer. Pour les autres, sur des structures un peu plus importantes, je commence à vraiment travailler sur ma gestion électronique des documents et sur mes chaînes de validation parce que je pense que c'est là qu'il va y avoir de l'enjeu, du gain de temps, mais aussi de l'enjeu dans les changements et je regarde mes process aujourd'hui. On a une question sur devrons-nous justifier les écarts entre les remontées de la plateforme de l'État et nos propres données? Oui. Est-ce qu'il faudra le justifier tous les mois quand on fait la déclaration? Je ne pense pas encore. Mais en tout cas, ça créera forcément des alertes sur lesquelles je suis certain qu'on sera interrogé assez vite. Donc ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais faut pas se faire d'illusions, il faudra être prêt à expliquer les écarts. Là, faut avoir en tête que l'État a déjà commencé sur des sujets comme les échanges intracommunautaires. Sur les échanges intracommunautaires, actuellement, c'est l'État qui pré-remplit les déclarations et effectivement, dans certains cas, on ne doit même pas les modifier. Donc, oui, ils vont être très regardants sur les modifications qu'on va devoir apporter. Mais ça, comme je le dis tout à l'heure, on était en projection. Il n'y a pas encore d'obligation, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais on sait qu'on va y venir. On ne sait pas quand ni comment, mais on sait qu'on va y venir. Voilà, encore une minute si vous avez quelques questions pour respecter le timing. On a déjà dépassé, mais ça va. On est à 11h49. On est dans les temps prévus. Je pense que c'est bon. Merci à tout le monde d'avoir participé. Évidemment, ce webinaire sera en replay si vous souhaitez le rediffuser. Et bien sûr, le cabinet se tient à votre disposition. Si l'on peut vous aider, vous accompagner dans ces changements-là, on est tout à fait disponible pour cela. Et vous avez tout ce qu'il faut pour nous contacter et toutes nos coordonnées. Merci à tous, Merci à toutes et à tous, pardon. À bientôt et bonne journée.